Mesdames, Messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire. Lucien Rebattet et les décombres. Lucien Rebattet, inscrit sur la liste noire, arrêté en 45, condamné à mort en 46, gracié en 47, incarcéré à Clairvaux jusqu'en 1952. François Mitterrand aurait dit « Il y a ceux qui ont eu la chance de lire son roman, Les Deux étendards, et les autres ». Grand critique de cinéma et de musique, Rebattet a été aussi un vrai écrivain, mais c'était en même temps un petit entrepreneur de haine. Au pied des chefs fascistes, il se transformait en serviteur, et face aux juifs qui l'obsédaient, il devenait le grand imprécateur. Et devant les chrétiens et les démocrates qui d'ailleurs puaient le juif à 100 pas, je cite, sa plume était pareillement prise de crise d'épilepsie. Le succès des Décombres, grand récit torrentiel de 664 pages qu'il fait paraître en 1942, tient à la violence qu'il met à dénoncer les boucs émissaires de la défaite. Il appelle à une purification impitoyable. Le régime de Vichy ne lui en paraît pas capable. Les Décombres creusent une ligne de démarcation irrémédiable entre les pétainistes et les collaborationnistes. C'est le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv, que Rebattet reçoit les premiers exemplaires de l'ouvrage. Le succès des Décombres, qui en fera le livre le plus vendu pendant l'occupation, est celui d'une ligne dure qui a aussi porté le tirage de son journal « Je suis partout » à 300 000 exemplaires. Et encore, le contingentement du papier limitait-il l'ampleur de cet envol. C'est ainsi que les Décombres, faute d'un nouveau tirage, s'échangeaient dès 1943 contre des jambons ou des andouilles. Et depuis, on ne trouvait plus l'ouvrage que sur le marché d'occasion ou dans des éditions fautives ou pirates. Le voilà qui revient cette semaine en librairie. Rebattet peut sortir de nouveau, accompagné. La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Accompagné par une annotation très précise dans la collection Bouquins de chez Lafon, sous le titre Le dossier Rebattet de Bénédicte Vergès-Chaignon, et d'une grande préface de Pascal Horry, ici présent. Bonjour Pascal Horry. Bonjour Jean Lebrun. Allez, vous le considérez comme un vrai écrivain. Ah, c'est Rebattet. un vrai écrivain, il se considérait comme un vrai écrivain. Jean Paulhan, l'oracle de la NRF, le considérait comme un grand écrivain. François Mitterrand aussi. Mais vous Comme un bon écrivain, en tous les cas, comme un type achevé d'écrivain qui doit aussi affronter la responsabilité de ce qu'il écrit. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, votre préface commence en disant « D'habitude, on ne lit pas les préfaces aussi attentivement que celle-ci. Déjà, le débat... 4 jours avant la parution, le 8 octobre, du dossier Rebattet chez Lafon, bat son plein. Pierre Assouline dit « Fallait-il publier ça ?» Et il répond « Comme c'est publié, là, sans doute. » Alors comment l'avez-vous fait, cette publication ? Avec, effectivement, d'abord des annotations extrêmement précises et nombreuses de Bénédicte Vergès-Chaignon, à laquelle je rends ici hommage, avec la nécessité de resituer les Décombres dans leur contexte par un certain nombre de documents complémentaires, dont presque autant de pages, oui, disons 600 pages aussi d'inédits, qui prolongent ce texte, et puis en publiant les Décombres intégralement, parce qu'il faut savoir qu'en 1976, Jean-Jacques Pauvert, par ailleurs grand éditeur, avait quand même accepté une sorte de manipulation, de ressortir une version à la fois diminuée et augmentée des Décombres, mais couper des passages, au fond, les plus gênants pour les lecteurs de maintenant. Et là, nous avons la totalité de la haine de Rebattet, mais aussi de son talent de plume. On avait fait la même chose pour ses écrits de critique cinématographique, alors amputé évidemment de beaucoup de passages antisémites. La bénédiction donnée à Carnet et aux grands cinéastes de l'occupation rendait un autre son. Alors si on parle de ses débuts, voilà un garçon qui arrive au milieu des années 1920 au quartier latin. Il aurait pu être un déclassé, parce qu'il n'a pas beaucoup de prestance, il n'a pas de diplôme. Alors les esprits paresseux ajouteraient, il aurait pu aussi bien verser à l'extrême gauche et à l'extrême droite, parce que vous savez que les extrêmes se rejoignent. A posteriori, il insistera de façon un peu excessive sur sa tentation, sinon du surréalisme, du moins de l'avant-garde. En fait, c'est quand même un schéma assez classique pendant plusieurs générations. C'est un jeune enfant de la bourgeoisie provinciale, des environs de Lyon, fils de notaire, qui est attiré par la littérature. Ses parents, son père, sa mère veulent qu'il fasse du droit. Évidemment, il va bifurquer vers les lettres. Bon, c'est absolument classique ce que je raconte là. Il monte à Paris, entre guillemets. Il se rêve écrivain. Il rencontre le journaliste
nationalisme. Bon, et il fait un choix politique extrême, sauf qu'en effet, il choisit l'extrême droite, dont il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle est quand même plus souvent choisie par les jeunes gens brillants de la bourgeoisie que l'extrême gauche. Et puis c'est a posteriori qu'on met aux yeux de la famille. Mais oui, parce que se révolter contre le système avec un grand S, lire l'Action française, qui est un journal d'opposition tous les matins, c'est plus admissible par une bonne partie en particulier de la bourgeoisie, enfin de cette culture de droite, que de choisir quand même le Parti communiste ou l'anarchisme. L'Action française, il y entre en 1927, il entre au journal que dirigent Maurras et Pujol en 1929. Alors, il n'y a que des morceaux de bravoure dans les décombres. Et le premier, c'est la description du journal L'Action française. Il croyait être entré dans un groupe de bagarreurs, excommuniés par le méchant pape Pie XI, et il se retrouve à l'inaction française, dit-il. Oui, alors c'est évidemment un regard a posteriori, car il faut savoir que jusqu'en 1940, il collabore non seulement à Je suis partout, dont on parlera, mais à l'Action française. Il est même secrétaire de rédaction pendant la drôle de guerre. Donc, sa rupture avec Maurras et la rupture de ce qu'on peut appeler les fascistes français ne se produit vraiment qu'en 1940. Et sous le choc de la défaite, mais effectivement, ça commence à surgir au moment du 6 février 1934. On sent bien que cette jeunesse, dont font partie des gens comme Brasillac, le jeune Claude Roy, etc., a rejoint l'Action française parce que elle rejoignait un opposant radical, et elle découvre un vieillard sourd physiquement et intellectuellement, sous le regard de Rebattet, qui est extraordinaire dans cette description de l'inaction française, se révèle être environné de dames patronesses. Enfin, il y a une manière effectivement tout à fait radicale de décrire un endroit qui n'est jamais qu'une sorte de piège à révolutionnaire, puisque Rebattet se vit comme révolutionnaire, de droite mais révolutionnaire, et là il trouve une sorte de mouroir. Un grenier à chauve-souris. Enfin, oui. Ça a un avantage, il dit que Maurras n'a vu qu'un film dans sa vie, Bénure, et que du coup il le laisse écrire à peu près tout ce qu'il veut. Nous sommes dans le bureau de Maurras, alors il faut imaginer, si on lit Rebattet, que Maurras, qui est une chauve-souris, n'arrive que vers 19h, qu'il doit recevoir tous les puceaux de tabernacle, je cite Rebattet, qui sont là. Voilà un dialogue reconstitué dans cette pièce sainte avec Béraud de Gringoire. Alors Béraud, c'est plus vulgaire comme langage, notamment dans le traitement des Juifs. On va pas beaucoup entendre Maurras dans cet extrait du film L'affaire Salengro de Boisset, parce que comme Maurras est sourd, expliquez-vous, il parle toujours le don de la réplique. Le Français moyen a horreur des Juifs. C'est sur ce clou que je tape chaque jour. Nous allons taper ensemble, au marteau pilon. J'ai fait 2 papiers pour Gringoire. Ça, c'est la liste des youtres qui peuplent les cabinets ministériels. Mais je crois qu'on peut aussi jouer sur l'immigration. En France, c'est comme dans les trains. Une fois qu'on est bien installé, on ne veut plus que personne monte. Je vais vous en lire quelques lignes, si vous permettez. Ce n'est certes pas votre style, maître, mais dans les bistrots, entre 2 ballons de rouge, ça devrait faire son petit effet sur les lecteurs. Sommes-nous le dépotoir du monde ? Par toutes nos routes d'accès, c'est l'immense flot de la crasse napolitaine, de la guenille levantine, de la semence d'Abraham et du bitume de Judée. Polacs mités, gratins de ghetto, espions, usuriers, marchands de femmes et de cocaïne. Ils accourent, précédés de leurs odeurs, escortés de leurs punaises. Sous couleur de droit d'asile, on laisse entrer pêle-mêle et sans la moindre précaution réfugiés politiques et condamnés de droit commun. Alors là, c'est Béraud qui tient le haut du pavé. Et à en croire cet extrait, on pourrait penser que la remarque de Rebattet est judicieuse, à force d'être trop latinissime, son antisémitisme serait atténué. Il est presque antiraciste, Maurras, à entendre Rebattet. Ah oui, Rebattet va jusqu'à écrire le mot antiraciste pour Maurras, qui est quand même assez inédit. Bon, mais la distinction qu'on fait souvent entre l'antisémitisme ou l'antijudaïsme d'origine plutôt catholique et nationale de Maurras, et puis l'antisémitisme de quelqu'un comme Rebattet qui est racial, peut se justifier, mais au total,
La couveuse est la même, c'est-à-dire que Rebattet tombe dans un milieu antisémite, il se révèle particulièrement radical et furieux dans ce domaine, comme d'ailleurs dans le reste, puisqu'il est d'un anticatholicisme, d'une hostilité à la bourgeoisie également radicale. Il n'empêche que l'antisémitisme, c'est sans doute la haine qui tient le plus Rebattet et qui marque le plus les contemporains, oui, chez lui. Et qui va s'ancrer peu à peu dans le journal où, en parallèle avec l'Action française, il prend de plus en plus de place, l'hebdomadaire Je suis partout. Il entre en 1932, c'est un Je suis partout dirigé par Pierre Gaxot, l'historien académique de demain, qui n'est pas encore foncièrement germanophile ou hitlérien, mais qui va évoluer notamment sous l'influence de Rebattet. Bon, il est mobilisé. Alors, ce n'est pas un héros. Hein. Non, ni au moment de la guerre, drôle de guerre, ni au moment de son procès. Hein. Ça lui sera reproché par ses propres amis politiques. Et il se retrouve dans des positions d'auxiliaire, mais ça lui permet d'observer de très près la drôle de guerre. C'est le deuxième morceau de bravoure des Décombres. On met en contrepoint à propos de Pierre Mendès France, Rebattet dirait le juif, Mendès France, qui lui était mobilisé comme officier et était député à l'époque. C'est un extrait du film Le chagrin et la pitié. Les soldats jouissent des heures de calme sans cesser d'être prêts au combat. Face à l'ennemi, ils montrent toutes les vertus qui font les vainqueurs: patience, courage, vigilance, résolution, confiance. Dans les milieux bien pensants, dans les milieux mondains à Paris, on compatissait au malheur de nos soldats, lesquels malheurs étaient hors de comparaison avec ce qu'on a connu plus tard. Et par conséquent, on cherchait à les distraire, à les amuser, à réduire leur ennui. Et il y avait des dames bien pensantes qui avaient constitué un comité pour distraire nos vaillants soldats. Et alors l'idée avait été de planter des rosiers sur la ligne Maginot pour que ce soit plus joli, pour que ce soit plus sympathique, plus attrayant. Et alors il y a des gens qui cotisaient, qui envoyaient leurs chèques pour planter des rosiers, pour que nos soldats ne voient pas ces murs de ciment inhumains et antipathiques, et pour qu'ils aient sous les yeux un panorama plus agréable. Inconscience des Rombières, dirait Rebattet s'il voulait commenter Mendès France. Mais il ajoutait, Rebattet, inconscience des officiers, des juifs et des démocrates qui ont déclaré cette guerre, dont moi j'ai vu, en la vivant dans la patte du peuple, qu'elle était inintelligible aux Français. Dans la patte du peuple, il reste dans les bureaux. Hein. Il ne se battra jamais oui, mais enfin, en 1940. Les bureaux vont flotter peu à peu vers le sud. Il faut quand même le préciser. Mais il craindra toujours, surtout à partir du printemps, quand Georges Mandel est ministre de l'Intérieur, d'être arrêté. Hein. Il parlera de la frousse qui saisit on peut dire ces fascistes français qui sentent que le danger se rapproche et qui ne pardonneront jamais à Mandel, d'où l'assassinat de Mandel, d'en avoir mis quelques-uns à l'ombre pendant d'ailleurs quelques jours seulement. Mais la description qu'il fait de l'armée française a posteriori, donc toujours après l'effondrement, est apocalyptique. Et en particulier, il est clair que l'officier français standard ne trouve pas grâce à ses yeux. Il faut vraiment se plonger dans cette littérature pour comprendre à quel point elle est subversive. Étant bien entendu que du coup, le soldat moyen, on peut distinguer s'il est juif, il n'a aucune excuse, mais en revanche, il peut compatir au malheur du français de base. Ah il compatit. Voilà. Moi, je trouve sévère. L'œil de Rebattet en la matière est tendre. Il trouve que la guerre rend les Français à leur fraîcheur naturelle. Le Picard, dont on ne comprend rien de ce qu'il dit, explique-t-il, et le bon Sénégalais, qui est pareillement innocent, il faudrait simplement qu'il y ait un vrai chef pour tenir ces analphabètes. Bien entendu, un vrai chef. C'est d'ailleurs assez frappant de voir un écrivain, un intellectuel, avoir un regard aussi condescendant à l'égard du peuple, entre guillemets, dont il se considère souvent comme le tribun, mais on peut dire que d'une page à l'autre, il y a quand même un regard très surplombant sur la société. Je signale tout de suite, pour aller à la conclusion, que après la chute d'Hitler, la conclusion de Rebattet, de Cousteau et de quelques autres, c'est qu'au fond, eux avaient bien entendu raison et que Hitler n'était pas à la hauteur non plus. Personne n'est à la hauteur de Rebattet. Ça, c'est assez impressionnant. Et pendant l'Exode, alors là, c'est vrai que l'œil reste sec parce qu'il voit avec une certaine jouissance le déménagement hagard de tout un peuple provoqué par des politiques inconséquents.
Ah, il y a des pages absolument superbes, disons-le, sur le plan littéraire. Ça vous fait penser à Dubout. À Dubout. C'est pas une épopée, c'est une épopée chez Dubout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une manière de décrire, avec là aussi un profond mépris, cette société française qui s'effondre, c'est le vocabulaire de Rebattet, ces femelles maflues, etc., qu'on retrouve sur les brancards. C'est à la fois très réjouissant, mais ça pose une question très intéressante. Qu'est-ce que c'est que le pamphlet? Et dans quelle mesure est-ce que la jouissance que nous pouvons avoir aujourd'hui à lire ça n'est pas quand même impure? Oui, parce que le pamphlet appelle toujours davantage de violence dans la rédaction. Entre deux mots MOTS, le pamphlétaire choisit toujours le plus gros, ça c'est évident. Je vous propose une pause. Le critique de cinéma et de musique s'appelait François Vineuil, c'était le pseudonyme qu'utilisait Lucien Rebattet. Il va avoir de plus en plus d'admiration pour Germaine Lubin, dont il décrira un récital à l'ambassade d'Allemagne pendant l'occupation. Ici, elle est à Bayreuth, en 1939, au moment précis où nous avons laissé Rebattet. Elle est Isolde, sous la direction de Victor de Sabata. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. L'histoire de la musique de Lucien Rebattet, où il est tellement question de Wagner, est disponible depuis longtemps chez Bouquin Lafon. Et à partir du 8 octobre, Les Décombres et d'autres textes aussi dans la même collection, avec une annotation de Bénédicte Vergès-Chagnon et une préface de Pascal Horry. Alors le dernier grand morceau de bravoure des Décombres, c'est la description de Vichy de l'été à l'automne 1940. Alors, c'est une ville qui ressemble à l'exposition universelle, dit-il, avec des rocailles, des hammams, des coupoles turques. Et l'idée de la purification de la France va s'y rouiller. Oui, dans la mesure où il est clairement fasciste, il est tout à fait hostile à l'évolution qui va être celle de Vichy, qui refuse le totalitarisme, qui est un régime autoritaire mais pas totalitaire, qui en particulier canne devant la proposition, entre autres, de Marcel Déat, qui en revanche est un homme politique qu'admire jusqu'au bout Rebattet, qui est un vrai national-socialiste, lui, à savoir un vrai parti unique, une mobilisation totalitaire de la France. Ça, Vichy ne le fera pas. Vichy se laissera circonvenir aux yeux de Rebattet par effectivement l'inaction française, par des démocrates reconvertis, tout ce qu'il déteste. Et comme tous ces fascistes, il va quitter Vichy entre septembre et novembre, et il remonte vers Paris. Laissez-nous le plaisir quand même de la description de Vichy. Alors, ici, on a quelque chose de beaucoup moins fort que la peinture de la volière de l'hôtel du Parc et des hôtels de la ville que se partagent les fonctionnaires dans le film de Marbeuf. Mais ça donne quand même une idée du ressenti que pouvait avoir Rebattet. Messieurs, continuons la répartition. Les finances au Carlton, la justice aux Plaisances et la marine au bain. Tout ça ne manque pas de sel. Au deuxième étage, Laval. Les affaires étrangères, l'information. Au troisième étage, les appartements des ministres. Messieurs, dames, on vient porter un cadeau pour le maréchal. Par ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Monsieur le maréchal de France, chef de l'État. À vos rangs, fixe. Bonjour, mes amis. Les scouts de France ont l'honneur et la joie d'offrir une canne à monsieur le maréchal.
Merci, mes enfants, merci. Oh, c'est une très belle canne. J'aime beaucoup les cannes. J'aime beaucoup les Boy Scouts. Merci, monsieur le maréchal. Aux électriciens, maintenant. Monsieur le maréchal, on vous a apporté un poste à galène avec vos initiales et la francisque. Merci, mes amis, merci. J'aime beaucoup la musique et l'électricité. Et vous, mes amis? Charles Hubert Poissonnard, crémier. Nous, on vous a apporté des œufs, monsieur le maréchal. Merci, mon ami. J'aime beaucoup les œufs à la coque. Ils sont tout frais du jour. Tout frais? C'est merveilleux. Oh, mais ils sont gros. Ils ont été pondus par de grosses poules. Non, ils ont été pondus par des poules comme tout le monde. Mais on leur a dit que c'était pour le maréchal. Brave petite poule de France. Bon, c'est du genre du Tour, au bon beurre, c'est pas si mal saisi. Pourquoi Rebattet, qui se moque des buses de sacristie, des crétins eucharistiques et des chrétiens démocrates qui puent le juif, est-il si indulgent avec le maréchal? Parce qu'on ne va jamais lire sous sa plume de portraits de ce genre. Oui, le maréchal est un des rares héros de cette époque qui soit préservé de la vindicte de Rebattet. Il y entre quelque chose d'un calcul, parce que les plus extrémistes savent bien qu'ils ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, qui est quand même que tout ça part de Vichy. Je pense qu'il y entre une part de calcul. Il sera déjà plus sévère après la chute. Alors, vous avez laissé Rebattet quittant la gare de Vichy à la fin de 1940 pour rejoindre ses amis collaborationnistes à Paris. Alors ça, c'est plus dans les décombres. C'est raconté dans l'inédit de Clairvaux, qui apparaît donc pour la première fois dans son état brut, sans aucune correction, dans ce volume de la collection bouquin, et qui est un livre tout à fait étonnant aussi, qu'il commence à rédiger quand il est en prison, dans le froid de Clairvaux. Allez, je vais quand même jouer la corde sensible, si vous voulez bien, Pascal Horry, enfermé toute la nuit dans une cage de 2 mètres sur 2, avec d'autres camarades qui sont souvent des escrocs, des hommes de sac et de corde, avec qui il ne s'entend pas. Eh bien, il écrit l'inédit de Clairvaux, il va raconter la collaboration à Paris. Oui, il vient d'être gracié et selon ses jours, à peu près 7 ans dans une centrale, lui permettra d'écrire cet inédit, de dialoguer avec Pierre-Antoine Cousteau, frère du commandant Cousteau, autre collaborateur dans tous les sens du mot de Je suis partout, puis d'écrire son gigantesque roman, Les Deux étendards. Donc grâce à la prison, il pourra enfin réaliser son rêve d'écrivain. L'inédit de Clairvaux, c'est passionnant parce qu'on y sent bien le coup de bambou qui a été la défaite, mais l'amertume qui était là présente est toujours en première ligne. Et on peut dire que il n'a rien perdu quand même de son acidité, simplement à ce moment-là, tout le monde y passe. Oui. Mais tout le monde, y compris les collaborationnistes, il y a un récit, encore un morceau de bravoure, cette fois dans l'inédit de Clairvaux, l'inauguration de l'Institut d'études des questions juives. Alors c'est dans une galerie confisquée au Rosenberg, et vous vous souvenez de l'épisode, là, quand il y a un leader collaborationniste qui croit reconnaître un juif dans la salle. Oui, c'est un éditeur d'extrême droite qui se fait casser la gueule. Exactement, il y a une sorte de ourvari. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rebattet l'écrit. Alors, il l'écrit d'autant plus qu'il peut se permettre de l'écrire, comme il peut se permettre en 1942 de taper sur Maurras. Mais au total, c'est quand même le monde dans lequel il vit et il s'épanouit, parce que vers 1942, c'est quelqu'un qui tient le haut du pavé, qui est fêté un peu partout. Rebattet, il est présent à la radio. Je ne sais pas si on a conservé des traces sonores de ça. Il représente la critique cinématographique et la critique musicale. Donc et les décombres se sont vendus à 65 000 exemplaires, parce qu'on ne pouvait pas tirer davantage. Oui, parce que d'après l'éditeur de Noël, on aurait pu atteindre 200 000. Enfin, c'est ce que dit l'éditeur, mais clairement, c'est le grand succès. Il aurait bien voulu consacrer, dit-il, beaucoup plus de temps à la rédaction de son chef-d'œuvre Les Deux étendards, je le cite, mais il n'était pas libre parce que l'événement le requérait. Il s'agissait de défendre le nazisme qui commençait à reculer. Le voici, vous vouliez entendre sa voix. Vous allez l'entendre dans 2 états de sa vie. Le voici d'abord dans un meeting salle Pleyel en février 1943. C'est un meeting de DA, le socialiste national, qui essaie de transformer son parti en un front révolutionnaire national, et Rebattet intervient à la tribune. Lucien Rebattet, l'auteur des décombres, alors qu'il n'appartient à aucun parti, appelle tous les révolutionnaires nationaux
à s'unir au sein des milices françaises. Le mot d'ordre que je criais déjà cette semaine devant un auditoire où il y avait sans doute un peu trop de douairières et pas assez de travailleurs, mais que je veux désormais crier inlassablement unité d'action! Unité d'action! Vous êtes un révolutionnaire. Moi? Non, pas du tout. Je ne crois pas parce que finalement, je trouve que toutes les révolutions sont idiotes. Remarquez que ce n'est plus du tout, évidemment, on l'avait vu, du jeune homme de 37 ans qui écrivait les décombres, c'est celle d'un sexagénaire. Mais écoutez, elles arrivent toujours, au bout d'un certain temps, à reconstituer des profiteurs, et puis des pauvres bougres qui sont en dessous. Finalement, mes expériences me démontrent plutôt la faillite de toutes les révolutions, quelles qu'elles soient. Je parlais de 2 états de la voix, le voici. En 1969, sur France Inter, chez Jacques Chancel, juste après la parution de son Histoire de la musique. En vieillard, parfois accommodant. Il aime bien Israël, d'ailleurs. Presque assagi. C'est contredit quand même par son journal intime, c'est contredit par sa correspondance, c'est contredit par ce qu'il écrit dans Rivarol et quelques autres titres. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, fondamentalement, en dehors de son moment de faiblesse, clairement, entre guillemets, du tribunal, où il finit par quasiment renier les décombres, à l'exception de cette parenthèse qu'il faut quand même rappeler, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, perdure et persiste et signe. Mais j'ajoute que après la guerre, il est essentiellement respecté par certains, la Nouvelle Vague, par exemple, comme critique musicale et comme critique de cinéma. Il applaudit, puisque c'est un fasciste, il est moderniste, donc il applaudit à François Truffaut, il applaudit à Pierre Boulez. Et Truffaut, dites-vous, lui aurait offert une tournée en bateau-mouche à sa libération de Clairvaux. Le jeune Truffaut est proche, est un grand lecteur de Rebattet. Les cahiers du cinéma sont très proches d'une certaine culture d'extrême droite, de Hussard, oui, ça c'est tout à fait évident. Gracié, alors qu'il avait été condamné à mort fin 1946, la première grâce du président Auriol en 1947, il sortira de prison après la parution des 2 étendards. Je voudrais que vous terminiez par une belle péroraison, Pascal Horry, sur le thème de la responsabilité. Au fond, ça ne vous choque pas qu'il ait été condamné à mort. Il a eu la chance d'être condamné à mort trop tard, pour ne pas être gracié, mais... Non, écoutez, il y a 2 questions différentes. On peut être, par principe, hostile à la peine de mort. Mais alors là, il n'y a pas d'exception. Ce qui m'a toujours frappé, mais ça, c'est une vieille histoire entre la responsabilité de l'intellectuel et de l'écrivain et moi, c'est que je l'écrivais déjà en 1975. Pourquoi est-ce qu'on ne pétitionne pas pour un garagiste qui a pu lire, ça peut lui arriver, cette littérature-là, en tous les cas, Je suis partout, ou l'Action française. Ça, personne ne pétitionnera. On pétitionne pour Brasillac, on pétitionne pour Rebattet. Donc il y a une race de seigneurs qui s'appelle les écrivains, qui s'appelle les artistes, qui est au-dessus de cette loi-là. C'est simplement ça que je veux rappeler. C'est les prendre au sérieux, les Brasillac et les Rebattet, que de dire qu'ils ont à affronter des responsabilités. Après quoi, bien entendu, ça comprend aussi Salman Rushdie, si vous voulez. C'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est qu'écrire si ça ne se traduit pas par une responsabilité? C'est du vent. C'est du vent. Merci à vous. Le dossier Rebattet, collection Bouquin Lafon, avec la notation de Bénédicte Vergès. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Franck Olivard, avec à la technique Dimitri Gronoff. De quoi nous parlez-vous pour nous réjouir un peu, cher Mathieu Vidal? Oui, alors on parle au bonheur des morts, récit de ceux qui restent. Voilà, pour merci vous mettre pour en difficulté cette transition. Voilà, avec nos invités dans un instant dans La Tête au carré.